Bonjour. On est entouré de rituels finalement, bien plus qu'on ne le pense. Ah oui, c'est vrai. Serrer la main, dire merci, les anniversaires, même les mariages, c'est partout. Mais bon, est-ce que c'est juste une habitude, un truc qu'on fait sans réfléchir, ou est-ce que c'est plus profond? C'est une excellente question pour commencer. C'est ça qu'on va explorer un peu aujourd'hui. D'abord, on va essayer de comprendre ce que est vraiment un rituel, sa nature profonde, et ensuite on plongera dans un exemple très fort, très ancestral, le Bwiti du Gabon. Un sujet fascinant. Oui. Et notre discussion, elle s'appuie sur des réflexions qui ont été menées au sein de la loge L'Étoile de Ubuntu à Genève. Ils se sont penchés là-dessus. Alors, pour lancer ça, qu'est-ce qui fait qu'un geste devient un rituel et pas juste une routine? La différence est assez nette en fait. L'habitude, c'est souvent une manière d'agir qu'on acquiert, presque par osmose, parfois sans y penser. C'est machinal, confortable. D'accord. Le rituel, c'est autre chose. C'est beaucoup plus construit. C'est un ensemble d'actes, de paroles, même d'objets, qui sont codifiés, ordonnés. Il y a des règles précises. Ah oui, des règles. Voilà. Ce n'est pas juste répéter pour répéter, il y a une intention derrière, souvent une dimension collective, et surtout une charge symbolique très forte. Alors, une habitude peut faire partie d'un rituel, un geste habituel intégré dans une cérémonie par exemple. Oui, je vois. Mais le rituel, lui, il vise plus loin. Il marque un moment spécial, un espace différent. Il cherche à transformer quelque chose, ou quelqu'un, à nous connecter à autre chose. Donc ce qui compte, c'est l'intention, le symbole. Si ce n'est pas qu'une habitude, alors à quoi ça sert un rituel? Surtout dans un cadre, disons, plus formel, comme celui qui est évoqué dans nos sources, où on sent cette recherche d'ordre, d'harmonie. C'est une manière de se protéger du désordre extérieur. Oui, tout à fait. C'est une fonction très importante. Le rituel, il délimite un espace, un temps sacré ou en tout cas différent du quotidien, du profane, comme on dit parfois. Mhm. Il met de l'ordre là où dehors, c'est souvent plus chaotique. Prenez une cérémonie qui démarre avec des gestes précis à des moments précis. Oui, Ça signale tout de suite, attention, on entre dans autre chose. On n'est plus dans le temps ordinaire. Ça aide à focaliser l'attention, l'énergie du groupe. d'accord. Mais ce n'est pas tout. Le rituel, c'est aussi un lien très fort avec une tradition, une histoire. Quand on répète des gestes, des paroles qui ont été transmis, On s'inscrit dans quelque chose de plus grand. exactement. On n'est plus tout seul. On est dans une continuité, un héritage. C'est un lien tangible avec ceux qui nous ont précédés et avec une communauté de pensée ou de pratique. Ce lien à la tradition, c'est puissant. Ça donne une autre dimension à des gestes qui pourraient paraître simples. Et vous disiez aussi que ça donne du sens. Oui, absolument. Le rituel est un formidable créateur de sens. Il structure l'action, il lui donne une direction, une signification. Si on prend l'exemple d'une assemblée très structurée, ce qu'on appelle parfois une tenue. Oui, Chaque élément compte. La place de chacun, l'orientation par exemple, vers l'Orient, un point symbolique tout ça. Ça sert à diriger l'esprit vers un but commun. Souvent, c'est la réflexion ou même une forme d'élévation spirituelle. Le rituel transforme une simple réunion en une expérience qui a du sens, qui marque. c'est comme une sorte de langage symbolique en fait. C'est exactement ça, une grammaire symbolique. Ça permet de communiquer des idées profondes, parfois sans même avoir besoin de longs discours. On sent aussi que ça n'engage pas que la tête. Il y a un côté très physique, sensoriel, non? Ah oui, tout à fait. Un rituel bien vécu, c'est une immersion totale. Ça demande d'être vraiment là. Il faut écouter les mots, observer les gestes, parfois il y a des odeurs, de l'encens, des postures à tenir. On est plus présent. Voilà. Ça nous sort de notre brouhaha mental habituel, ça nous ancre dans l'instant. Et puis, c'est aussi un outil de régulation, je dirais. Les règles du rituel, savoir quand parler, quand se taire, comment bouger, ça amène de la mesure, du respect, ça crée un climat plus calme, plus propice à la concentration et à l'harmonie du groupe. L'harmonie du groupe. Ça fait penser à cette idée d'égrégore. On entend parfois ce mot. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'égrégore, c'est un concept un peu subtil. Dans ce contexte, ça désigne une sorte d'énergie psychique collective, une atmosphère partagée qui naît quand un groupe est vraiment uni, par une même intention, concentré sur le même rituel. Hmm.
C'est l'idée que toutes les attentions individuelles, quand elles sont synchronisées, rythmées par le rituel, eh bien, elles créent quelque chose qui dépasse la somme des parties, une sorte de force, de présence collective. Et le respect des règles est important pour ça. Crucial. Le respect scrupuleux des règles, la qualité de l'attention, la synchronisation, tout ça nourrit l'égrégore. Ce n'est pas de la magie au sens où on l'entend souvent. C'est plutôt l'effet psychologique et, on pourrait dire, énergétique, d'une action collective très structurée, très focalisée. Il y a aussi une recherche de perfection dans l'exécution, une quête de beauté dans le geste juste. Pas juste pour faire joli donc. Non, parce que la forme juste est censée porter le sens profond du rituel. C'est l'idée. C'est vraiment fascinant de voir comment ce cadre peut potentiellement transformer l'expérience. Bon, pour rendre ça encore plus concret, on va parler maintenant du Bwiti gabonais. Nos sources le décrivent comme un rite initiatique, très ancien, un culte des ancêtres ancré là-bas au Gabon. Oui, une tradition très riche. On dit même que ça vient du berceau de l'humanité, l'Afrique. Et c'est tellement intense que ça inspire des artistes. Je pense au photographe Désiré Minko, son travail Esprit du Bwiti. Il essaye de capter ça, cette force spirituelle, visuelle. Qu'est-ce qui définit le Bwiti, plus précisément? Le Bwiti, c'est un monument de la tradition initiatique. Ses racines plongent profond dans la forêt équatoriale du Gabon. Chez les Pygmées d'abord, qui sont souvent vus comme les premiers dépositaires de ce savoir. Puis ça s'est transmis à d'autres groupes, comme les Mitsogo, les Fang. Et le mot lui-même, Bwiti, il a un sens particulier? Oui, on interprète souvent sa racine comme étant liée à l'idée de libération, d'émancipation, comme briser quelque chose, briser les chaînes de l'ignorance en quelque sorte. L'objectif ultime du Bwiti, c'est vraiment la connaissance de soi, savoir qui on est vraiment, et comprendre les liens entre le visible et l'invisible, surtout via la connexion aux ancêtres. C'est une quête de connaissance, donc. Et de guérison aussi souvent, une voie complète. Et au cœur de tout ça, il y a une plante, l'iboga. Elle joue quel rôle? L'iboga, ou Tabernante iboga, est absolument centrale, indispensable même. C'est un arbuste. L'écorce de sa racine est considérée comme sacrée, un don de la forêt. Et comment on a découvert ses propriétés? La tradition orale, surtout chez les Pygmées, raconte qu'ils auraient observé les animaux, le porc épic, le sanglier. Ils semblaient manger cette racine et montrer une énergie, une sorte de clairvoyance inhabituelle. Incroyable. Et l'iboga est une plante psychoactive très puissante. À petite dose, c'est un stimulant, un tonique, mais c'est à forte dose, dans le cadre précis de l'initiation Bwiti, qu'elle révèle son potentiel visionnaire, hallucinogène. Hallucinogène. Ça veut dire qu'il faut faire très attention, j'imagine. Ah oui, absolument. L'utilisation initiatique de l'iboga, c'est extrêmement encadré. Ça se passe dans un contexte rituel très strict, sous la surveillance constante de guides expérimentés, les nganga. C'est une expérience très intense, potentiellement dangereuse si ce n'est pas fait correctement. La plante est vue comme quoi, alors? Un simple outil? Non, bien plus. Comme un enseignant, un esprit qui guide l'initié dans un voyage intérieur très profond. Et c'est l'écorce de la racine qui est utilisée. Symboliquement, c'est fort, c'est la partie en contact avec la terre, les profondeurs, les ancêtres. D'accord. L'iboga est censé ouvrir les portes de la perception, provoquer des visions très personnelles, très symboliques, faciliter le dialogue avec le monde des esprits, avec la nature, et surtout, confronter l'initié à lui-même, à ses peurs, ses blocages, mais aussi à son potentiel caché. Un voyage intérieur. Intense, c'est le mot. Et comment ça se passe concrètement, cette initiation iboga? On parle de plusieurs étapes, sur plusieurs jours? Oui, l'initiation classique, c'est un processus assez complexe. Ça s'étale symboliquement sur 3 jours. Ça représente un cycle. Naissance, mort, renaissance. Naissance à une nouvelle conscience, mort de l'ancien soi ignorant, et renaissance comme initié porteur d'une nouvelle connaissance. Et les étapes, les épreuves? Nos sources parlent souvent de 4 épreuves principales, même si les détails peuvent varier. Tout commence par l'ingestion, la mendication contrôlée de l'iboga sacré. Ce n'est pas juste prendre quelque chose. C'est un acte rituel, avec des chants, des prières, dans un lieu consacré, le temple Bwiti. C'est le début du voyage de l'esprit. D'accord, sous l'effet de la plante. Et après? Pendant ce voyage, Ouais. la deuxième étape, c'est la confrontation aux visions.
L'initié, guidé par les Nganga, soutenu par la musique, les chants de la communauté, il entre dans cet état modifié. Et là peuvent surgir des images, des rencontres symboliques, parfois des animaux totems, des scènes de sa vie passées au futur. Ça doit être très fort. Et ce n'est pas passif. L'initié doit naviguer là-dedans, essayer de comprendre. Les anciens, eux, observent ses réactions, son courage face à ce qui se montre. Parfois, il y a une sorte de jugement symbolique basé sur ces expériences. Il y a une interaction, donc, même si c'est très intérieur. Oui, et ça mène à la troisième épreuve, le dialogue symbolique. À un moment clé, on pose une question fondamentale à l'initié. Quelque chose comme « Qui cherches-tu » Et il doit répondre? La réponse attendue, c'est « Je cherche le Bwiti ». Ça marque son engagement conscient dans cette quête de connaissance. C'est une affirmation de son intention profonde. Et enfin, la quatrième étape, souvent le sommet de l'initiation. Oui. C'est le dialogue avec les ancêtres. Si l'initié a bien traversé les visions, s'il a affirmé sa quête, il peut potentiellement entrer en communication avec les esprits de sa lignée, recevoir des conseils, des messages. On lui pose des questions sur son voyage, sur ce qu'il a vu, compris. Tout ça est chargé de symboles, on le sent bien. Les textes parlent du passage de l'ombre à la lumière, d'un marteau, d'un miroir. Exactement. Le symbolisme est partout. Il est essentiel pour comprendre la transformation. Par exemple, le déplacement dans le temple. Souvent, on va de la gauche, associée à l'obscurité, l'ignorance, le matériel, vers la droite, la lumière, la connaissance, le spirituel. Après les épreuves. C'est ça. Et il y a des outils symboliques. Le marteau, ça peut être pour briser les blocages, libérer l'esprit. Le miroir, c'est un symbole très important de la double vue que l'initié acquiert, la capacité de voir le monde extérieur et son monde intérieur en même temps, de voir les liens entre les deux. Et le silence aussi, apparemment? Oui, le silence sur certaines visions personnelles. Ça fait partie du chemin intime. Tout ne se raconte pas. Et au final, qu'est-ce que ça change pour la personne qui vit ça? C'est quoi le résultat? À la fin de ce parcours très exigeant, on dit que l'initié a vu. Il sait. Il n'a pas juste appris des choses intellectuellement, il a vécu une transformation directe. Il est censé avoir une compréhension plus profonde de lui-même, de sa place dans le monde, des liens entre passé, présent, futur. Il est reconnecté à ses racines, à ses ancêtres. Il perçoit le monde sur deux plans en même temps, le matériel et le spirituel. C'est une vraie renaissance, l'accès à un autre niveau de conscience. C'est incroyable de voir comment tous les éléments des rituels dont on a parlé au début, la structure du temps, de l'espace, le lien à la tradition, l'éveil des sens, les symboles forts, le passage d'un état à l'autre, la transformation par l'épreuve, tout ça se retrouve de manière si intense et spectaculaire dans le Bwiti. Oui, c'est frappant. L'initiation Bwiti, c'est vraiment un concentré de toutes ces fonctions du rituel, mais poussé à l'extrême. C'est tout à fait ça. Le Bwiti est un exemple magnifique de la façon dont un système rituel peut orchestrer une transformation psychologique et spirituelle vraiment profonde. Il utilise la nature, les symboles culturels, la dynamique du groupe, les chants, la musique, les guides et une structure d'épreuve pour amener l'individu vers une nouvelle perception de la réalité, de son identité. C'est un témoignage de la sophistication des traditions spirituelles ancestrales et de leur accent mis sur l'expérience directe pour accéder à la connaissance. Bon, alors si on essaye de résumer cette exploration passionnante, on a vu que les rituels, c'est bien plus que des habitudes. Ce sont de vrais outils. Pour l'esprit, pour le social, des outils pour créer de l'ordre, du lien, du sens, et pour nous connecter à quelque chose de plus grand. Une tradition, une communauté, ou même une dimension spirituelle. C'est une bonne synthèse. Et l'exemple du Bwiti gabonais, avec son initiation si exigeante et l'iboga au centre, nous montre de façon éclatante comment un rituel ancestral peut être une voie radicale vers la connaissance de soi, la compréhension des mystères de l'existence, en reliant la personne à ses ancêtres, au cosmos. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière réflexion. Une question un peu ouverte pour aujourd'hui. Le Bwiti et d'autres traditions comme ça, qui utilisent parfois des états de conscience modifiés, des épreuves très fortes, ça pose la question de leur pertinence maintenant, dans nos sociétés modernes. On cherche souvent du sens, c'est vrai, mais on est aussi parfois un peu méfiant vis-à-vis du sacré, des expériences trop radicales. Quelle place on peut, ou on veut, donner à ces traditions qui visent une connexion directe, sans filtre,
à l'invisible, à la connaissance de soi profonde. Jusqu'où ces sagesses anciennes, qui n'hésitent pas à nous confronter à nos limites pour nous transformer, peuvent-elles encore nous éclairer? Éclairer nos questions d'aujourd'hui sur l'identité, la guérison, notre place dans tout ça. Comment faire dialoguer ces approches millénaires avec notre rationalité, nos besoins actuels? C'est une vaste interrogation.